This episode is brought to you by ESPN. Catch the first WWE Premium Live event on ESPN, WrestlePalooza, live on Saturday, September 20th at 7 p.m. Eastern Time. It's going to be an epic night in Indianapolis, featuring some of the biggest WWE superstars. This event is only on ESPN, so go to stream.espn.com and sign up to the ESPN app today for your all-access pass to WrestlePalooza and all WWE Premium Live events. Comme pour notre pratique de la course à pied, dans le jeu Borderlands 4, il vous faut disposer de progressivité, de flexibilité et d'un mental à toute épreuve. Le jeu est sorti depuis le 12 septembre et c'est de l'action, de la stratégie et des défis spectaculaires. Seul ou avec des amis, vous choisissez votre chasseur de l'arche et vous vous lancez dans cette quête sur cette île de Kairos, plongée dans un chaos total. Entre deux séances d'entraînement, running au pied, vous allez pouvoir relâcher la pression. Toutes les infos sont sur le site de borderlands.com. Ce jeu, classé PEGI 18, est réservé aux adultes. Merci à 2K de sponsoriser le podcast À côté de mes pompes, dont je vous laisse reprendre la lecture de votre épisode. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve pour un nouvel épisode d'À côté de mes pompes, le podcast pour progresser en course à pied, préparer vos compétitions, mais surtout courir avec plaisir. Et aujourd'hui, je reçois une invitée qui incarne parfaitement ce que le sport peut transformer dans une vie. Élodie Laurent est une coureuse, podcasteuse et future entraîneur d'athlétisme. Après plusieurs années comme éducatrice spécialisée, notamment en addictologie, elle a choisi de se reconvertir et de faire de sa passion pour la course à pied son métier. Dans cet épisode, avec Élodie, on parle de bigorexie, d'équilibre entre performance et plaisir, du rôle essentiel du sport dans notre santé mentale, mais également de la pédagogie et de la transmission dont il faut faire preuve lorsque l'on est éducateur ou entraîneur. Élodie nous partage son parcours de coureuse, de son premier marathon réalisé sans préparation à ses records sur marathon et ses projets un petit peu plus nature orientés vers le trail. Elle nous raconte également comment son podcast 1001 coureuses est devenu un tremplin vers sa nouvelle vie professionnelle. Une discussion donc riche, inspirante, très humaine, qui va vous donner envie de réfléchir au rapport que vous avez avec la course à pied. Passion, reconversion et transmission à travers le parcours d'Élodie Laurent, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Élodie, sois la bienvenue dans le podcast À côté de mes pompes. Tu es toi-même podcasteuse, également basée en région centre comme je le suis, passionnée comme moi de running, mais avant de commencer l'épisode, je voulais te poser une petite question. Est-ce que pour toi, la course à pied peut être une forme d'addiction? Et tu vas très vite comprendre où je veux en venir. Effectivement, je vois très bien où tu veux en venir. Alors, oui, ça peut être une forme d'addiction, mais pour que ça le soit, il faut vraiment avoir des critères précis, des symptômes précis. Et quand la plupart des gens qui ne courent pas souvent disent que les coureurs sont addicts, c'est souvent pas le cas. Pourquoi ça? Alors, je vais en venir donc à ce que j'étais avant de devenir podcasteuse running et puis actuellement entraîneur en formation. J'étais éducatrice spécialisée alors pendant 7 ans et les 4 dernières années, j'étais dans un centre de soins en addictologie. De ce fait, j'ai pu accompagner pas mal de personnes souffrant d'addiction, mais pas que, de troubles de l'usage de certaines substances, qui est déjà différent. Et je vais pouvoir faire le lien avec la course à pied et ta question. Concrètement, être addict à un sport, la bigorexie, pour le terme scientifique, ça signifierait que notre vie dépend complètement de la course à pied, c'est-à-dire que il faudrait qu'on pense en permanence à ça, qu'on organise toute notre vie quotidienne par rapport à ça, ce qui est pas trop faux en même temps, parce que quand on a des objectifs, on s'organise pleinement, mais par contre, il faut qu'il y ait des effets négatifs à cela, c'est-à-dire que
Si je dois reprendre la définition du DSM-5, qui est un manuel où il y a toutes les problématiques mentales répertoriées, il faut qu'il y ait à la fois donc cette organisation permanente par rapport à cette pratique. Il faut qu'il y ait aussi une sensation de craving. Le craving, c'est avoir une envie omniprésente. Enfin, au moment où l'envie arrive, il faut que cette envie elle soit omniprésente et tellement forte que ça nous empêche complètement de faire ce qu'on est en train de faire à côté. Admettons, là, je suis avec toi et j'ai une envie irrésistible d'aller courir. Je te plante clairement et je m'en vais courir parce que c'est au-delà de mes forces, je peux pas rester assise avec toi. Et en l'occurrence, quelqu'un qui travaille pourrait avoir des soucis professionnels parce qu'il arrive en retard à cause de ça, parce que il loupe des jours, parce qu'il est KO de sa séance de la veille. Enfin, on peut imaginer pas mal de choses. Et dans les autres critères qui peuvent faire que on caractérise la pratique d'un sport comme une addiction, il faut aussi qu'il y ait donc des troubles physiques ou de santé mentale associés qui finissent par arriver, notamment de l'anxiété parce qu'on n'arrive pas à s'entraîner, de l'anxiété parce que on a loupé des entraînements en termes d'allure, on n'était pas dans ce qu'il fallait et du coup ça prend tout de suite une proportion démesurée. Et à côté de ça, souvent il y a des soucis personnels et familiaux puisque ça vient complètement impacter la sphère sociale de la personne parce que soit elle s'isole, soit elle ne s'intéresse plus finalement à ce qui se passe à côté et donc à ce que son conjoint, sa conjointe peut avoir besoin, par exemple. Enfin voilà, c'est quelque chose de multidimensionnel et pour pouvoir dire que la course à pied est une addiction, faut quand même y aller. Et par contre, quand c'est le cas, quand on ressent que ça peut être le cas, que c'est pas encore là, mais que ça peut voilà, ça peut aller vers ça. Faut pas hésiter à aller consulter un psychologue, surtout que maintenant, il y a 10 séances gratuites. Donc vraiment, faut pas hésiter avec la sécurité sociale, les choses qui peuvent être faites. Est-ce que tu rencontres des personnes dans tes enregistrements liés au podcast, dans cette reconversion professionnelle dont on parlera tout à l'heure, dans ce futur métier d'entraîneur, qui aujourd'hui peuvent être un petit peu sur le fil avec une pratique peut-être parfois un petit peu trop présente? Oui, j'ai pu rencontrer notamment une personne, c'est celle à qui je pense là tout de suite quand tu me poses la question, qui, dès qu'elle ne s'entraînait pas, c'était vraiment compliqué parce que elle se disait mon objectif en question, il sera pas ok, je perds du temps, donc c'était quelqu'un qui revenait sans cesse vers moi pour me dire bon là je vais louper cette séance, mais il faut absolument que je la rattrape, mais je suis fatiguée. C'était ça surtout le problème, c'est que la personne était fatiguée, avait des douleurs depuis de nombreux mois et avait enchaîné des courses objectifs. Je crois que c'était un marathon et un semi-marathon d'affilée. Et c'était compliqué pour cette personne de se dire bon, mon corps là, il a besoin de repos. Et mon objectif finalement sur 10 km l'année prochaine, si je veux le réussir, il faut aussi que j'apprenne à avoir un équilibre parce que on sait que le repos, ça fait partie aussi de l'entraînement. Donc, dans cette situation-là, ça a été... je l'ai accompagné 2 mois. Après, malheureusement, il a attrapé la mononucléose, je crois. Donc, complètement... Enfin, ça n'a rien à voir. Mais avant d'avoir ça, c'était comment arriver à programmer des entraînements qui lui permettent à la fois de lui redonner confiance, lui permettre d'avoir cet échappatoire qui, pour le coup, mentalement était important, mais sans accentuer les douleurs qui étaient présentes et ne pas le blesser quand même, puisque ce 10 km, quand la personne a vraiment envie d'aller au bout, faut essayer de créer le chemin qui lui permette de le faire, mais à moindre risque, sachant qu'il n'y a jamais 0 risque. Et le dosage n'est pas quelque chose de très aisé, c'est-à-dire que il y a des athlètes qui ont besoin de toujours un petit peu plus et il faut les nourrir suffisamment sans, comme tu l'as dit, causer plus de fatigue et entraver peut-être les objectifs qui sont prévus
Et si l'objectif n'est pas réalisé, de pouvoir le remobiliser et lui dire qu'il y a peut-être quelque chose de plus grave. Et c'est pas une course qui va être l'essentiel de tout ce qui aurait été réalisé sur ce chemin, comme tu l'as dit, à l'entraînement. C'est ça. Et quelque chose que j'aimerais rajouter aussi, c'est que dans cet accompagnement, comme dans quasi tous mes accompagnements, j'ouvre la porte dès le début du coaching à des échanges sur la sphère plus spirituelle et psychologique du sport. C'est-à-dire qu'on fait pas ça pour rien, sans dire qu'on a tous une raison particulière forte et voire traumatisante parfois. On cherche pas forcément à réparer quelque chose à travers la performance, mais il y a quand même toujours un petit quelque chose qui fait qu'on court et qu'on veut se prouver des choses. Et parfois, on n'en a pas conscience, ou alors on en a eu conscience, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Soit on en a conscience, mais on n'a pas envie d'en parler parce qu'on n'est pas à l'aise avec ça. Mais si on n'est pas à l'aise avec ça, je pars toujours du principe que ça finira par ressurgir. Alors, avant tout dans la vie de la personne extra-sportive, mais aussi dans l'entraînement. Et plus on arrivera à parler du pourquoi on court, avec des gens de confiance, on n'est pas obligé d'en parler à tout le monde ou à tous les coups, mais s'il y a besoin, je pense que c'est quelque chose qui conditionne la suite et la durabilité. Tu as dû voir, moi souvent sur ma page, je parle de durabilité parce que finalement, quand on veut performer, c'est sur la durée. Notre sport est assez ingrat pour ça, mais en même temps, il est aussi beau pour cette raison. Et voilà. Et si mentalement, il y a des choses qui coincent, je pense que plus tôt c'est évoqué, mieux c'est. Alors Elodie, pourquoi tu cours ? Si on fait une petite présentation, parce qu'on était déjà partis à discuter tous les deux, mais c'est l'objectif du podcast, de laisser la parole aux invités. Je te laisse te présenter en quelques mots et puis on reviendra sur ton CV, ton parcours de sportive. Alors, je suis Elodie Laurent. Effectivement, c'est pas mal de se présenter. J'ai 29 ans et je cours maintenant depuis 2020. Quand je dis courir, c'est une pratique régulière et dans un objectif de performance et de progression du moins. J'ai toujours fait du sport, vraiment, depuis toute petite. J'ai toujours aimé les efforts qui étaient assez intenses. Je courais tout le temps partout. J'étais un petit peu casse-cou. On pouvait même me dire que j'étais garçon manqué parce que je jouais au foot, parce que finalement j'avais pas froid aux yeux. Donc dans la vision de la société, en tout cas à l'époque, là c'est de mieux en mieux, les filles avaient souvent froid aux yeux, donc on me nommait comme ça. Et j'ai fait pas mal de sports, j'ai un profil omnisport, j'ai pu faire notamment de la gym, ça c'est le premier sport que je ne referai jamais très honnêtement parce que ça pourrait me permettre d'améliorer ma souplesse et ma mobilité pour la course à pied, mais c'est pas du tout ce que j'affectionne, donc je le fais, mais c'est voilà. Après la gym, j'ai fait un petit peu de handball, j'ai bien aimé. J'ai fait de la natation. Alors là, c'est un enfer. Je vous le dis tout de suite. Faut pas me mettre dans l'eau. Pourtant, je viens du sud de la France, de Narbonne. Hein. J'ai passé mes étés à la plage. Pourtant, vraiment nager, c'est pas mon truc. J'ai fait donc pas mal de foot de manière ludique et sans club pendant toute mon enfance. Puis j'en ai fait une première année en CM2. J'ai arrêté parce que j'ai fait de la guitare, je pouvais pas tout faire. Donc ensuite j'ai fait du tennis beaucoup. J'ai fait 1 an de ping-pong, 3 ans de badminton. Là j'ai adoré parce que le badminton c'est très cardio et en fait je me rends compte quand je refais mon parcours dans ma tête, je me dis mais tout me prédestinait à courir parce que au foot ce que j'aimais c'était courir. Au badminton, ce que j'aimais, c'était cette intensité et de finir complètement rouge à la fin, KO par terre. Et puis, j'ai repris le foot aussi après le badminton et j'ai commencé mes études à 18 ans. À 18 ans, avant ça, je courais, mais de manière complémentaire, c'est-à-dire que c'était vraiment pour m'entretenir et pour tenir un peu mieux sur le terrain, que ce soit en badminton et en foot, mais j'aimais pas courir, très concrètement. Et à 18 ans, donc je me suis lancée dans une licence en sciences sanitaires et sociales à Montpellier. J'ai fait 1 an. Pendant cette même année,
Je n'ai pas forcément fait de sport collectif puisque je devais me concentrer, étant donné que je passais aussi mon concours la même année d'EduxP. J'ai un petit peu couru à cette occasion-là, mais j'étais pas forcément dans une bonne période à 18 ans. Donc je courais, mais comme je mangeais pas assez, j'avais perdu un peu de poids. Enfin, c'est pas une période très agréable. Donc voilà, la course à pied était très limitée malgré tout. Une fois que j'ai eu mon concours, je suis partie à Orléans, d'où le fait que je suis complètement excentrée aujourd'hui. J'ai fait mes études d'EduxP à Olivet exactement, juste à côté d'Orléans. Ça a duré 3 ans. Pendant cette période, dans la continuité de cette période de jeune adulte, j'étais pas forcément bien dans ma vie, dans ma tête. J'avais plein de questionnements. Donc, je n'ai pas fait trop de sport, étant concentrée sur les études. Mais avec le recul, j'aurais pu en faire. C'est juste que j'avais pas l'espace mental libre. En tout cas, je l'ai pas pris. Et j'ai grossi à ce moment-là. J'ai pris 10 kilos. Donc, étant gourmande de base, je mangeais un peu trop de sucre, je pense. Et à un moment donné, on parlait d'addiction tout à l'heure, je pense pas avoir été addict au sucre, mais j'ai eu un trouble de l'usage, comme on dit. Un trouble où, par moment, j'en abusais parce que ça me réconfortait et que ça me permettait aussi en période d'examen, de déstresser. Donc, pas bien du tout cette période parce que, étant quelqu'un de très sportive, je me reconnaissais pas. J'ai l'impression d'avoir été une autre personne dans cette période-là. Et c'est peut-être après ce qui fait ma force aujourd'hui parce que je sais d'où je viens. Perdre 10 kilos, c'est énorme sur l'instant parce qu'on a l'impression que ça se fera jamais. Et à la fois, avec le recul, vu que moi, c'est la course à pied qui m'a permis de les perdre, mais pas avec l'intention de les perdre, c'est que je me suis passionnée pour la course à pied, donc à partir de 2020. J'avais perdu un peu avant parce que je bougeais, etc. Je marchais, je faisais de la rando, mais bon, voilà, sans plus. Donc, quand j'ai commencé à courir en 2020, je me suis passionnée petit à petit et j'ai pas eu besoin de me dire je vais courir pour perdre. C'est juste que j'aimais juste courir et de fait, les habitudes étant de plus en plus intéressantes pour mon corps, les habitudes alimentaires se sont aussi adaptées. Je me suis sentie mieux dans ma vie parce que ça y est, j'étais un peu plus que jeune adulte et je savais ce que je voulais, ce que je voulais pas. J'avais plus de temps puisque je travaillais en tant qu'EduxP, j'avais de l'argent pour parce que je le dis souvent aussi sur mon podcast, ça coûte cher quand même de courir quand on commence à enchaîner du volume, etc. Donc voilà, tout s'est un petit peu métamorphosé petit à petit. Et pourquoi j'ai couru en 2020 ? Parce que j'ai pas commencé par n'importe quoi. C'est ça qui est assez marrant. Pourtant, je le déconseillerais à certains aujourd'hui. Mais je vais me prendre des pincettes. Je m'explique. J'ai couru en réalité en 2019 un semi-marathon. Sans entraînement, vraiment, c'était à déconseiller. Mais je pense que mon parcours omnisport et ma condition physique précédente ne s'oublie pas, il y a quand même une mémoire corporelle. Donc j'ai couru le semi-marathon de Bourges, là où j'habite aujourd'hui, et je l'ai couru, tiens-toi bien, en 2h18, un truc comme ça. 2h18 ou 2h20, sachant qu'aujourd'hui, mon record, c'est 1h30, donc quasi 1 heure sur semi. Jamais je l'aurais imaginé avant. Je le dis parce que ça peut donner espoir, je pense, à des personnes qui se disent là aujourd'hui je suis pas en bonne condition, ça changera jamais. Si, ça peut. Après, pas forcément dans la course à pied si c'est pas ce qui plaît, mais ça peut. Donc bref, je reviens à mes moutons, j'ai tendance à me disperser. 2019, j'étais KO après semi, mais très fière de moi et je me suis dit waouh, j'ai beaucoup aimé cet effort. Donc on va regarder si on peut pas faire autre chose ou en tout cas déjà s'entraîner 3 fois par semaine. J'ai commencé à faire ça me plaisait. Le confinement est arrivé, le premier, et j'ai vu que le marathon de Paris proposait des dossards solidaires. Et dans mon optique de travail social, d'aide à l'autre et de cette envie toujours de faire plus, parce que je me rends compte que je me repose jamais sur mes lauriers, que ce soit dans le sport ou dans la vie. J'ai toujours envie de
me lancer dans de nouveaux projets. Et si ça peut aider les autres, c'est encore mieux. Donc là, je me suis dit, vas-y, tu vas courir un marathon. Et tu vas le faire pour une cause, ça va te permettre d'aller au bout, puisqu'à ce moment-là, j'avais vraiment pas confiance en moi sur l'aspect sportif. Donc pour moi, je me suis dit, là, t'as pas le droit d'échouer parce que c'est aussi pour une cause et que des gens auront donné de l'argent. Donc voilà, je me suis lancée. L'ONG, c'était... Ah mince. Oh là là. C'était une ONG qui intervenait en Syrie pour procurer des soins médicaux aux enfants. Oh, c'est honteux, j'ai oublié le nom. Bon, ça me reviendra peut-être, ou sinon je te le dirai en aparté. Voilà, et puis alors là, coup de cœur. Le marathon se termine en 4h09. Certes, je me suis pris le mur du marathon, ça a été désagréable, mais franchement, si c'était à refaire, je le referais parce que ça a été le début de tout le reste. Après ça, je me suis entraînée encore plus régulièrement. Et puis, j'ai eu des objectifs sur marathon. Très vite, je me suis dit, dans ma vie, je veux un jour faire 3 heures. Si c'est moins, tant mieux. Mais en tout cas, ça a été depuis le départ un fil conducteur pour moi. Aujourd'hui, je suis à 3h14. Ça s'en rapproche. Hein. Il y a eu 4h09, 3h44, 3h30 à Paris l'été dernier et puis là 3h14 à Séville, voilà. Mais comme tu as dit tout à l'heure, ça a déjà changé puisque je prends des chemins à côté, c'est le cas de le dire, puisque le trail me fait vraiment de l'œil et que là j'ai couru mon deuxième trail assez long, le 60 km de Volo-d'Haleine avec 1700 de dénivelé positif. Et déjà que le premier trail que j'avais couru de 50 km m'avait conquise, là c'est plus que ça. Je veux passer sur trail. Le lien avec la nature me donne des ailes intérieurement, je veux dire spirituellement si je peux dire. Quand je dis spirituellement, je suis athée, hein, mais il se passe quelque chose dans mon lien avec l'environnement de manière générale et avec les autres. Donc, je vais partir là-dessus. Puis de toute façon, j'aime tout ce qui est effort long. Je veux pas rester en dessous de 20 km. Ça m'intéresse plus, dirons-nous, pardon. Alors, avant d'aborder, Elodie, cette bascule, entre guillemets, de la route vers le trail, comment tu as cheminé pour passer de cette passion de la course à pied à en faire aujourd'hui ton métier? Est-ce que c'est dans ton ADN? Tu le disais tout à l'heure, je ne me repose pas sur mes lauriers. Pourtant, EduxP, installé avec un métier du côté de Bourges, tu avais fait le tour peut-être de ce travail d'éducateur, ou est-ce que c'est cette volonté d'aller découvrir un petit peu autre chose et cette fois-ci de mêler cette passion naissante de la course à pied avec le côté transmission, parce que quand on est entraîneur, on est également un petit peu éducateur. Oui, complètement. Je ne pense pas avoir fait le tour du métier d'éducatrice spécialisée en 7 ans. Ce serait faux parce que, alors, même si j'ai fait énormément de public jusqu'à maintenant, j'ai travaillé en protection de l'enfance, j'ai travaillé en réinsertion sociale, en addictologie, j'ai travaillé dans le handicap aussi pendant mes stages, le polyhandicap notamment. Donc, on peut dire que j'ai vu énormément de public et de fait, j'ai des compétences différentes et qui se complètent bien, même si les milieux sont différents. Mais si on prend un seul domaine pour en faire le tour, je pense qu'il faut minimum 6 ans. Enfin, si on est à temps plein et qu'on s'y intéresse aussi à côté, qu'on lit. Et donc voilà, je pense qu'en tant qu'EduxP, on est tellement couteau suisse qu'on ne pourra jamais faire vraiment le tour du métier. Par contre, je pense qu'on peut faire le tour en fonction de qui on est et d'où on en est, de ce que ça nous apporte aussi humainement. C'est-à-dire que humainement, j'ai beaucoup apporté. Ce métier m'a aussi beaucoup donné, mais il peut beaucoup prendre en énergie mentale surtout. Et pour ma part, petit à petit, en énergie physique, parce que c'est un métier qui reste très sédentaire, notamment en addictologie où j'étais assise toute la journée.
Et faisant beaucoup de sport à côté, je me rends compte que mon rapport à la position assise a changé en 5 ans de pratique de course à pied, et je n'arrivais plus à vouloir m'imposer de rester assise parce qu'en fait, ça me fatiguait. Je sentais que j'étais pas forcément aussi vive d'esprit, j'en sais rien. Enfin, j'avais l'impression c'est bizarre de m'encrouter alors que je faisais beaucoup de sport à côté et que physiquement en soi je me suis pas encroutée, mais c'est vraiment une sensation de entre le corps et l'esprit, il y avait quelque chose qui me gênait, j'avais besoin d'être debout et ce métier me le permettait pas. Ça c'est une première chose, mais pour finir sur le côté humain et le fait que ça prend beaucoup d'énergie mentale, c'est que on peut être de très bonnes intentions et la plupart des éducateurs spécialisés, des gens qui travaillent dans le social au sens large, sont géniaux et veulent aider les gens, mais quand on manque de moyens, comme dans plein de domaines, même toi dans l'éducation nationale, même toi surtout, vu les conditions actuelles, mais on manque tous de moyens. Je suis pas en train de dire que dans le social c'est pire qu'ailleurs, mais on a la souffrance humaine devant les yeux et c'est de l'urgence en fait. Donc quand on n'a pas ce qu'il faut et qu'on est soi-même en train de patauger dans la semoule, c'est très compliqué de garder espoir et de se lever le matin en se disant je vais réussir à faire ce que je veux faire, c'est-à-dire aider vraiment les gens. À un moment, j'arrivais plus à me leurrer et à me dire ça suffit. J'aurais pu, parce que si tout le monde démissionne et change de travail, il y a plus personne pour les aider. Donc à un moment, j'ai eu un peu ce syndrome de mince, je quitte le bateau quoi. Un peu de culpabilité à te dire je vais abandonner les personnes que je suis depuis peut-être de très nombreuses années en voulant changer de métier et de profession. C'est ça. Ah oui, je l'ai vécu. Très honnêtement, ça n'a pas été une période facile. Donc c'était ce dilemme entre tu te choisis toi ou les autres. Et dans ma vie, j'ai souvent choisi les autres. Donc là, je me suis dit, écoute, tu vas sur tes 30 ans. Alors, l'âge, on va dire, n'a pas d'importance, mais quand bien même, j'ai eu la sensation d'être dans une autre phase et que j'étais assez mature aujourd'hui pour me prioriser sans culpabiliser trop longtemps, on va dire. Donc il y a eu ce moment de culpabilité, mais maintenant il est passé, encore heureux, et je regrette pas du tout. Et une autre explication aussi, c'est que je trouvais que quand on aidait les gens, la sphère sportive justement n'est pas assez présente. C'est-à-dire qu'en addictologie, je m'asseyais autour d'une table, on discutait la personne échangeait et parlait de ses difficultés, et nous on a pas mal de techniques d'entretien pour les amener à aller vers le changement, etc. Mais c'était tout le temps statique, et je me disais mais ces gens-là ont besoin de bouger, ils se sentent mal avec leur corps. Il y a un rapport au corps en addictologie qui est détruit, c'est terrible. Alors si on n'apprend pas à le remobiliser, je vais pas dire l'apprécier parce que ça prend des années et même pour n'importe qui, mais en tout cas ne pas pouvoir proposer des choses qui lient le corps à leur désir de changement et d'aller mieux, il y avait quelque chose qui manquait en fait. Vraiment, j'étais persuadée de ça. Donc j'ai commencé par proposer quelques séances de renforcement individuel parce que j'en ai eu le droit. J'étais pas diplômée, mais j'en ai eu le droit parce que c'était dans le cadre du soin. On était aussi dans des réflexions pour faire de l'ETP, c'est de l'éducation thérapeutique du patient. Et dans ce cadre-là, on peut mener des activités sportives. Donc, c'était légal, je précise. Mais voilà, donc j'ai commencé à faire ça et j'ai trouvé ça cool. Je me suis sentie à l'aise et je me trouvais davantage... comme ton podcast l'indique, pas à côté de mes pompes, mais bien dans mes pompes. Et je me suis dit, vas-y, en fait, c'est ça qu'il faut que tu fasses, que tu continues d'aider les gens, mais par le prisme du sport. Et moi qui aime quand même énormément la performance et les chiffres et la physiologie, parce que j'ai fait un bac scientifique, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, je me suis dit, au-delà de ça, tu vas aider les gens du côté loisirs et santé, mais tu vas pouvoir entraîner des gens. Et donc, tu auras deux choses qui vont... complètement se compléter. J'ai trouvé ça parfait. Donc, je me suis dit, allez, on va se lancer. Là, il a été question de trouver le bon diplôme. Il peut y avoir des CQP. Les CQP, ça te permet pas d'entraîner,
de manière rémunérée. Je crois que c'est pas possible. Alors c'est possible dans un club, mais ce n'est pas possible en tant qu'auto-entrepreneur. Et moi, l'idée que j'ai depuis le départ, c'est d'ouvrir mon auto-entreprise pour diverses raisons. Je en parlerai après. Donc voilà, je me suis lancée finalement dans le DEGEPS athlétisme, qui n'est proposé que dans 2 endroits en France, à Wattignies dans le nord de la France et à Poitiers. J'ai passé le concours en juin dernier avec beaucoup de stress parce que je n'ai jamais fait d'athlé, alors que beaucoup quand même de candidats ont fait de l'athlé quand ils se dirigent vers ce diplôme. J'ai travaillé grâce à l'ACB à Bourges, qui est un club qui m'a permis d'utiliser leur starting block, d'utiliser du matos pour m'entraîner au javelot, etc. Et voilà, j'ai pu du coup réussir ce concours malgré tout le stress que ça a procuré, et ça a été une première victoire. Voilà, après, bon, je vais peut-être m'arrêter là parce que c'est un long monologue, mais après, ça n'a pas été facile de trouver les financements. S'il y a besoin d'en parler parce que ça peut intéresser, je peux le faire, mais voilà, tu me dis. Oui, je pense que c'est intéressant pour que les auditeurs comprennent un petit peu tout le montage que tu as dû réaliser pour permettre ce financement, les sacrifices que tu as peut-être réalisés pour abandonner ce cocon du côté de Bourges pour repartir sur une vie d'étudiante peut-être du côté de Poitiers. Comment ça s'est mené? Est-ce que tu as douté à certains moments, comme tu le disais, hein, au niveau de ton poste d'EduxP? Est-ce que de laisser tout ce que tu avais construit, ça a été difficile? Je pense que oui, mais sur le plan de cette nouvelle vie, ce saut un petit peu dans l'inconnu, même si aujourd'hui, tu le dis, tu es aligné avec tes valeurs, avec cette passion pour le sport, le mouvement. Est-ce que ça a été si facile que ça, Élodie? Non, parce que d'une part, j'adorais mon équipe avec qui je travaillais dans le XAPA, le centre de soins en addictologie. Donc, quitter des collègues qu'on apprécie et avec lesquels on a remonté un service parce qu'il y avait eu quelques soucis auparavant, l'énergie que ça a demandé, mais surtout la passion commune qu'on a eue à travers cette reconstruction de service, c'était dur de la quitter parce que c'était un petit peu... en tout cas, moi, jeune éduc, parce que quand je suis arrivée, ça faisait que 3 ans... Ouais, 3 ans que je travaillais en tant qu'éduc diplômée. Ça a été déjà ma plus belle expérience et à la fois la plus enrichissante parce que en termes de compétences, faut s'imaginer quoi. Quand on remonte tout et qu'à la fin, en plus, j'ai pu avoir un poste de coordinatrice, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a donné confiance parce que jamais je me serais imaginée coordinatrice 10 ans en arrière. Voilà, je veux dire, professionnellement et personnellement, ça m'a permis beaucoup de choses. Donc lâcher ça, c'était prendre le risque de perdre d'autres choses qui auraient pu arriver après. C'est comme tout, hein. Chaque chose qu'on décide, ne pas faire de choix, c'est toujours un choix. Donc, si j'avais pas fait le choix de partir me reconvertir, j'aurais fait le choix de rester. Et ce choix-là m'aurait quand même permis des choses, j'en suis sûre. Donc, la question était, qu'est-ce que je préfère? Continuer d'emmagasiner des choses là-bas ou partir faire complètement autre chose et là, prendre le risque d'être lambda dans le domaine de l'athlé, parce que du demi-fond et du fond, c'était pas mal parce que je lis beaucoup, etc. Mais encore, j'ai appris énormément et je continuerai d'apprendre énormément. Mais ouais, c'était ça. Est-ce que on reste dans le confort de là, ça y est, on a une certaine stature aussi parce que on est reconnu dans le réseau de l'éducation spécialisée et dans ce domaine de l'addicto. Est-ce que on reste dans le confort aussi de son salaire qui voilà, on peut toujours dire qu'on n'a pas un bon salaire, etc. Certes, on n'est pas payé des 100 et des 1000, mais je considère que pour ma part, je touchais ce qui me permettait de bien vivre, donc je vois pas pourquoi j'aurais changé quoi que ce soit par rapport à ça. Et voilà, donc oui, c'est sûr, je prenais le risque de perdre des collègues, de plus avoir la vie du coup d'équipe, qui était aussi une vie sociale à côté, parce que certains sont devenus des amis, qui le sont toujours aujourd'hui, heureusement, ils sont restés, mais on peut se poser la question des fois, est-ce que les collègues vont rester après? Est-ce que c'était pas juste une relation professionnelle, même si on a l'impression qu'il y a plus? Heureusement, c'était pas le cas.
Et ouais, donc il y a eu des doutes. Après, pour être honnête, en février dernier, j'ai eu une période très complexe par rapport à ce travail et notamment la fonction de coordination qui, comme je le disais, quand on manque de moyens, c'est difficile de se sentir aligné. Puis on a des responsabilités différentes quand on est coordo, donc honnêtement, je suis tellement sensible que ça m'a percuté de plein fouet. Là, j'ai pas assuré, je veux dire, j'ai vu qu'il fallait que j'arrête cette fonction. Alors, j'ai rien fait de mal, je veux dire, j'ai assuré jusqu'au bout ma fonction. J'ai fait tout ce que j'ai pu et je regrette rien, mais juste, je savais que je pouvais pas plus, sinon j'allais me mettre en danger mentalement. C'est-à-dire que j'ai fait une sorte de burn-out à la fin. Très concrètement, voilà, je le dis, je l'ai pas dit encore sur la page, mais j'ai fait un burn-out et donc ça m'a permis de dire c'est ok. Maintenant, t'as été au bout de la chose. Si t'as fait un burn-out, tu vas pas y rester parce que sinon, au sens propre du terme, tu peux y rester. Je veux dire, si ça va pas mieux, voilà. Donc voilà, j'ai regardé les concours, quand est-ce qu'ils se produisaient et je me suis lancée là. J'ai pas hésité une seule seconde. Autant il y a eu 6 mois de réflexion, autant une fois que c'était sûr, allez, go, c'est parti. Voilà. Et une chose qui m'a donné aussi envie d'y aller, c'est que il y avait un dispositif qui s'appelle Transition professionnelle. Le dispositif... Où tu es accompagné dans ton projet et tu dois le valider auprès d'une commission pour peut-être derrière avoir des financements ou des droits. C'est ce que la région propose et tu as un conseiller qui te suit dans toute cette démarche. C'est ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il pouvait aussi payer tout ce qui était hébergement sur place, une partie des frais d'essence, enfin tout dépend comment tu motivais ton projet en gros. Donc ça a été ça le plus compliqué parce qu'il y avait des échéances lointaines. Et le problème, c'est que je ne pouvais pas savoir. Je devais passer mon concours avant même de savoir si j'allais avoir le financement. Le concours était en juin et la réponse pour le financement était le 21 juillet. À savoir que la formation commençait le 21 août. Donc, et j'étais encore embauchée, hein. Je travaillais. Hein. J'étais juste redevenue éduc, j'étais plus coordo. J'étais en vacances de juillet, mais après, je savais pas du tout ce qui allait se passer. Surtout que j'ai appris que j'ai eu le concours, donc je savais que c'était ok. Mais savoir que c'est ok, mais de pas avoir les moyens pour pouvoir y aller, c'est frustrant. Donc voilà. C'était dur d'avoir une explosion de joie parce que j'avais le concours, vu que je savais pas si ça allait pouvoir se faire. La finalité est que le dispositif Transition Pro a refusé ma demande parce que c'est tout un système de points en fonction des métiers sous tension et des métiers émergents. Il se trouve que être éducateur sportif ou entraîneur, c'est la même chose, c'est la même terminologie, mais je crois que dans le référentiel des métiers, c'est éducateur sportif qu'on dit. C'est pas prioritaire, et même si j'ai mis en avant tout le côté prévention au niveau des soucis de santé de la population générale, même si j'ai évoqué aussi l'année olympique, je pensais vraiment que ça allait pouvoir jouer, puisque il y avait quand même si au final c'était que des dires, mais il y avait des intentions de la part du gouvernement de mettre des financements dans le sport. Donc je me suis dit, waouh, ben voilà, il y a quelqu'un qui veut se lancer. On sait qu'on n'est pas si nombreux que ça sur le marché. Donc, bon. Et finalement, non, parce que c'était ni émergent, ni sous tension. Donc, aujourd'hui, c'est bon, hein, j'ai pas d'amertume. Enfin, je veux dire, c'est le jeu, hein. Je comprends qu'on finance davantage des personnes qui veulent être aides-soignants, qui veulent être infirmiers. Voilà, pas de souci, mais sur l'instant, j'avoue que ça a été un coup dur parce que je me suis dit comment je fais, je n'ai rien. Enfin, donc je vais demander une rupture conventionnelle, ça a été la première chose. Ma directrice générale m'a dit, écoutez, dans un contexte de service qui ferme au niveau de l'association, on aurait accepté votre demande parce qu'il aurait fallu recaser des gens. Donc aujourd'hui, c'est pas possible. Ok. Donc, comment je fais ? Heureusement, ma maman m'a permise de faire cette formation puisque elle a pu m'aider j'avais mes économies personnelles et elle m'a aidée aussi énormément. Donc, j'ai commencé la formation en autofinancement total et coup de chance, ça dans ma vie, c'est toujours arrivé. Je galère vraiment, mais c'est jamais très longtemps. J'ai toujours, je sais pas, une bonne étoile, quelque chose.
enfin, c'est malheureux. Là, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Il y a un des services de mon association qui ferme. J'étais en congé sabbatique, du coup. Ça, c'est ce que j'ai pas dit. La décision, c'est congé sabbatique, je reviens dans 1 an. Et puis, il y avait des dispositions. Enfin, je m'étais arrangée, ça pouvait le faire. Et là, je vois donc qu'un service ferme, la prévention spécialisée de Bourges, et je me rappelle ce qu'avait dit la directrice générale. Donc, je la rappelle au culot. Je dis, j'ai vu ça. Est-ce que dans ce contexte, ma demande tient toujours? Et là, elle m'a dit oui, vous pouvez. Il est très probable qu'on vous l'accorde. J'ai écrit ma lettre, j'ai été reçue et on a accepté ma rupture conventionnelle qui me permet d'avoir le chômage aujourd'hui. Donc là, c'est bon. C'est plus à 0 € tous les mois, c'est 1100, c'est pas grand-chose, mais ça me suffit, quoi. Enfin, il n'y a pas d'extra comme avant, mais c'est suffisant. Alors, à la fois pour payer les Airbnb au départ, et entre-temps, j'ai eu la chance de rencontrer un athlète à l'EPA 86, le club de Poitiers, qui est devenu un ami et qui m'héberge depuis le mois d'avril. Donc là, je suis en colocation. Voilà, je paye les courses, mais je veux dire, entre payer un Airbnb et payer des courses, franchement, ça change la vie. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. J'ai croisé des bonnes personnes. Mais oui, enfin, je vais pas détailler, mais on comprend bien avec ce que je dis qu'il y a eu des phases où c'était plus compliqué. Puis c'est dur de se sentir redevable, même si ma mère, c'est ma mère et que je l'aime et qu'elle a fait beaucoup de choses pour moi depuis petite. Je voulais pas en venir à lui demander de l'argent. Enfin, dans ma vision des choses, c'était très très complexe. Donc voilà, il a fallu l'accepter. De toute façon, c'était soit ça, soit je refusais le projet. J'ai pensé à moi. Ma mère m'a dit de penser à moi. Donc ça s'est fait. Mais ouais, être dépendant du chômage aussi, c'est pas évident. J'ai hâte de travailler. Alors aujourd'hui, Élodie, comment se passe cette reconversion? Tu as eu le concours, mais c'est le début finalement de la formation. Comment ça s'organise? Quelles ont été finalement tes difficultés entre la physiologie, de nouvelles disciplines, le javelot, l'utilisation des starting blocks? C'était complètement une nouveauté pour toi. Oui, complètement. Quand j'ai passé donc le concours en juin dernier, j'ai eu les micro-bases que j'ai apprises moi-même finalement pour passer le concours. Mais j'avais tout à apprendre avant tout au niveau de la technique. Parce que quand j'évoquais juste avant mes craintes sur une évaluation, notamment pour d'autres disciplines, c'est ça, c'est que la technique, on peut savoir de quoi on parle, on peut avoir les facteurs de performance de chaque discipline en tête. Il faut quand même pratiquer régulièrement pour arriver à reproduire le geste. Et je suis quand même du parti des entraîneurs qui pensent que la démonstration est forcément pertinente. On peut tout expliquer à l'oral, on peut montrer des petites choses, mais si on arrive à faire le geste, c'est mieux. Et d'ailleurs, une des évaluations en question est de reproduire un geste tiré au sort parmi toutes les disciplines athlétiques et pouvoir ensuite en parler et expliquer une pédagogie pour mettre en place la discipline en question auprès de débutants. Donc ouais, ça s'est passé plutôt bien parce que au niveau du CREPS, déjà on a énormément d'infrastructures qualitatives. Le stade d'athlé est quasi tout neuf de quelques années. On a aussi une halle des sports. C'est-à-dire que dès qu'il fait froid, on pouvait s'entraîner à l'intérieur. Après, c'est une halle des sports qui permet juste de s'entraîner pour du sprint. Il y a quelques lignes droites et c'est là où s'entraînent d'ailleurs nos Français. Jeff Erius, par exemple, qu'on a eu la chance de voir s'entraîner plusieurs fois. Pardon. Donc, cette chance-là des infrastructures est une chose. Et puis, on a eu de super pros parce que au niveau des formateurs, on a des personnes qui entraînent donc l'équipe de France, par exemple, de sprint. On a eu l'entraîneur qui entraîne Solène Viquel, notre Française à la hauteur. Vraiment, on a des personnes qui ont entraîné le haut niveau. Donc, à travers le haut niveau, on a des spécificités techniques pointues. Et ça, c'est cool. Parfois, ça a pu être trop pointu, dans le sens où ça sert souvent à rien de savoir
les choses trop pointues, puisque pour les débutants, ce qu'il faut, c'est la progression pédagogique, d'où on part, qu'est-ce qu'il faut observer au niveau du geste pour pouvoir permettre un apprentissage efficace et cohérent. Donc voilà. Mais globalement, on a des formateurs qui sont très compétents et qui ont côtoyé le haut niveau. Et tout le principe au CREPS, c'est de mêler la théorie en amont et la pratique juste derrière. Donc on avait par exemple des cours de 3 heures, 1h30 de théorie, ou voire qu'1 heure de théorie en fonction. Et on avait tout le reste à pratiquer, soit sur le stade, soit dans la halle des sports. Donc c'est plutôt pas mal pour imprimer les connaissances. En stage aussi, on devait avoir des groupes qui nous permettent de de faire pratiquer ce qu'on avait appris. Pour ma part, au sein de mon stage, ça n'a pas été le plus évident dans le sens où je n'avais que 500 heures de stage à répartir en fonction de mes possibilités, parce que les Airbnb que je devais financer, il y a des moments où je pouvais pas financer une semaine complète en fonction des mois, donc il a fallu s'arranger au niveau des heures, et j'ai pas toujours pu avoir des heures dans des groupes où j'aurais pu bien plus apprendre, par exemple le lancer de disques, voilà. Donc au niveau du CREPS, c'est très complet. Après, en stage, il faut un maximum se diriger vers les groupes en question. Quelles ont été les structures dans lesquelles tu as pu réaliser ton stage et ces 500 heures justement sur le terrain? Les 500 heures, c'était auprès de l'Entente Poitiers Athlétisme, le PA 86 à Poitiers, qui est un lieu de stage vraiment super, et avec une team élite qui devient importante. Il y a vraiment beaucoup de performances dans ce club avec des entraîneurs très compétents. Et moi, j'ai pu entraîner donc le groupe running, le groupe fond, où il y a plus de 50 personnes et souvent une trentaine à chaque entraînement. Il y a énormément d'autres groupes de fond. Il y a tellement de personnes qui veulent faire du running qu'il y a aussi un groupe trail. Il y a 2 groupes de demi-fond en particulier. Donc moi, j'ai été surtout sur le groupe fond pour épauler l'entraîneur. Et derrière, j'ai pu être avec un groupe de benjamins sur tout ce qui est discipline athlétique générale, les 3 familles, saut, lancer, course. Et j'ai fait énormément de marche nordique et d'athléfit auprès justement d'un public qui a des maladies chroniques ou qui tout simplement vieillissent et ont besoin de sports adaptés à leurs articulations, etc. Donc ça, c'était super intéressant parce que j'ai vu de tout. J'ai vu des personnes qui voulaient performer, j'ai vu des personnes très jeunes, moins jeunes. Donc au niveau de la vision du sport, c'est plutôt cool parce que ce que je veux transmettre aux enfants, ce qui est notamment l'entraide et la performance pour soi-même avant tout, avant d'être dans la concurrence, j'ai pu le transmettre un minimum aux enfants, essayer, et à la fois avec des personnes adultes qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont jamais fait de sport, c'est plutôt de dire là aujourd'hui vous prenez soin de vous. C'est peut-être dur, mais vu que c'est pas dans un objectif de compétition, il faut le voir autrement. Il faut voir le côté aussi socialisant, parce qu'il y avait beaucoup de personnes isolées qui ont retrouvé un lien social important. J'ai vu en fait tous les bénéfices qu'apporte le sport, mais pour différentes personnes. Comment tu te perçois, Élodie, aujourd'hui dans cette posture d'entraîneur? Il y a les connaissances d'un côté, entre ce que tu as emmagasiné par le biais de ton podcast, et on va y venir juste après, entre ces formations que tu mènes et tu arrives presque au terme justement de ton cursus en termes de reconversion professionnelle et personnelle également. Comment tu vas pouvoir mettre tout ça dans cette activité d'entraîneur? Parce que moi, je rajouterais le côté pédagogue. C'est bien d'avoir les connaissances, c'est bien d'avoir ces diplômes, mais on en a tous croisé dans notre cursus scolaire des profs qui étaient brillants, mais avec qui ça ne passait pas parce qu'il n'y avait pas ce contact et cette pédagogie. Comment tu pourrais te définir, toi, sur cette relation à l'athlète, au groupe que tu as pu croiser et que tu seras amené à croiser dans ces prochaines années? Eh bien, je suis avant tout une entraîneur humaine, dans le sens où je viens toujours m'intéresser aux gens avant de m'intéresser à leurs objectifs. Je trouve que c'est important parce que les objectifs naissent de la personne
et au-delà de la personne naissent de la période dans laquelle se trouve la personne. Donc, je suis pas quelqu'un qui va s'immiscer en posant des questions étranges et indiscrètes, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, à travers ma posture ouverte, bienveillante, et où on voit à travers des choses très bateaux que je peux dire, même quand je demande aux gens comment ils vont en arrivant, ils voient que c'est sincère, c'est pas juste comment vous allez physiquement, c'est comment ça va aujourd'hui. Je vais poser des questions rapides sur ça a été le travail, ça a été par exemple, j'ai une athlète qui est kiné, je vais dire ça a été aujourd'hui, t'as pas fait trop de démonstrations par rapport à tes patients sur de la mobilité ou j'en sais rien, parce que ça peut poser des soucis pour le coup de fatigue physique, mais aussi de fatigue mentale. Je vais poser des questions à des plus jeunes, surtout comment s'est passée l'école. Il y a tellement de difficultés maintenant au niveau des enfants entre eux qui se parlent de moins en moins. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué d'ailleurs sur les groupes, c'est assez dingue. Les enfants, alors c'est surtout à partir de 12 ans, ils vont être parfois par binôme, s'il y en a qui s'entendent vraiment, mais c'est très difficile de les voir interagir entre eux. Ils sont vraiment dans leur coin. Et ça, pareil, je voulais montrer, et je montrerai toujours avec des jeunes que on travaille pour nous, pour notre performance, si on est là pour ça, ou on est là juste pour s'amuser, certes, mais en fait, il y a des gens autour. La vie, c'est pas juste être tout seul avec ses préoccupations. C'est toujours important de, ne serait-ce que considérer l'autre. Je dis pas qu'il faut que le groupe soit dans une super entente, tout le monde est meilleur ami, ça n'existe pas, c'est idyllique. Mais je veux toujours qu'il y ait du respect, et le respect, c'est quoi ? C'est déjà considérer l'autre, lui dire bonjour, lui sourire un minimum, et s'il peut y avoir de l'entraide, de la collaboration, ça c'est le top. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'inciter tout le temps, cette dimension de collaboration, et ce ludique aussi chez les enfants, chez les adultes aussi. Il y a juste une chose qui ne vient pas de moi, mais que je commence à intégrer dans ma façon de faire. Il faut qu'il y ait du jeu pour que ce soit sympa, que les gens aient envie de revenir, puisque avant tout, on est là pour que les gens fassent du sport et qu'ils soient en bonne santé. Mais il faut pas que le jeu dépasse l'enjeu. C'est-à-dire que l'enjeu, pour certains, c'est la performance. Donc, ok, on va s'amuser. Par contre, toi, vu que tu veux parfait, à un moment donné, il faut savoir mettre le bon curseur dans quel jeu on utilise, quel jeu, à quel moment on arrête le jeu. Ou si l'autre est là dans un enjeu de santé, ok, le jeu, il peut tout à fait correspondre, mais si le jeu est trop statique, l'enjeu de santé, il n'est pas atteint. Donc, faut arriver à mêler ce ludique qui donne envie de revenir, mais lié aux enjeux que chacun a et ce que l'entraîneur a aussi. Et moi, comme je dis, c'est la collaboration, le respect et l'humain avant tout, pour que les gens se sentent bien dans leur tête et ensuite dans leur physique. Grosso modo, c'est ça. Est-ce que cette formation a complètement balayé certaines de tes certitudes que tu avais déjà, de par ton expérience, de par les sports auxquels tu as pu prendre part avant toute cette passion que tu as pour la course à pied? Comment tu as revu ta copie? Est-ce que ça t'a modelé un petit peu différemment avec les connaissances et les rencontres que tu as pu faire nombreuses du côté du Krebs? Au niveau des pratiques, oui. Au niveau des connaissances et des pratiques, les deux choses ont été impactées favorablement. Au niveau des pratiques, je dirais que de fait, vu que j'étais pas entraîneur avant et que j'avais pu entraîner juste des amis via la plateforme Nolio, si les personnes connaissent chez les auditeurs, mais si vous connaissez pas, en gros, c'est une plateforme qui permet de programmer des entraînements, et c'est assez fin comme appli. Et les personnes ont directement leur entraînement sur leur montre derrière, puisque ça se synchronise. Et moi, à l'inverse, j'ai accès aux data, la fréquence cardiaque, la cadence, les allures après l'entraînement. Et de fait, c'est plutôt pas mal pour calibrer la charge d'entraînement et mener quelqu'un jusqu'à l'objectif en question. Fonctionnant que en virtuel, bien sûr que déjà j'ai dû fonctionner autrement, et j'ai trouvé ça mieux, bien sûr, puisque il y a toute la partie technique au niveau de la pose du pied,
au niveau de la mobilité de manière générale, que ce soit au niveau des bras, que ce soit au niveau des hanches, tout ce qui est musculation, qui est une partie très très importante et qui, pour moi, doit faire partie de ce qui est proposé systématiquement. C'est-à-dire que la musculation, maintenant, c'est que ce soit pour la santé, pour éviter la sarcopénie ou pour la performance en course à pied, c'est super important. Si on reprend Jimmy Gressier et sa fabuleuse course d'il y a quelques jours, il l'a bien dit. Pourquoi ? Il sait qu'il peut battre quelqu'un d'incroyable sur 10 000. C'est parce qu'il a fait de la muscu et que les Européens en font de plus en plus. Il peut kicker, il peut tenir le kick longtemps. Et c'est valable sur marathon, sur trail, pas pour les mêmes raisons. Mais vraiment, la musculation, c'est des capacités derrière qui soutiennent la performance. Donc bref... tout ça pour dire que vu que j'ai pu accompagner des gens avec des infrastructures de qualité et avec un regard constant de semaine en semaine, ça n'a rien à voir. Et surtout, le lien qu'on peut avoir avec quelqu'un en direct, bon, j'invente pas à la poudre là, mais ça change tout. Et je pense aussi que dans la performance, le lien entraîneur-entraîné, s'il n'est pas nourri, allez, au moins, en tout cas, avec des appels, parce qu'il faut de la voix, il faut du contact humain un minimum pour que ça fonctionne. Et là, quand tu es en direct, c'est encore mieux, quoi. Donc, il y a ça, il y a le fait que j'ai pu apprendre à proposer que ce soit des échauffements variés, que ce soit des retours au calme qui permettent d'apprendre à visualiser, à intégrer les sensations qu'on vient d'avoir dans une séance pour pouvoir ensuite les réutiliser quand on doit refaire une séance similaire, ou en course, ça permet tout simplement de jauger pour pouvoir avoir de meilleures stratégies. Enfin, tout ça, j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas eu le lien direct sur un stade. Et au niveau des connaissances, en demi-fond et fond, j'ai énormément appris sur comment faire progresser quelqu'un du 800 sur 800 et 1500 surtout. Ça, c'était des distances qui me paraissaient le bout du monde pour moi, parce que c'était très flou. J'arrivais pas à savoir sur quoi il fallait axer les entraînements physiologiquement surtout. J'étais plutôt spécialisée longue distance, et aujourd'hui je sais que grâce à ce que j'ai appris sur ces distances, je peux faire progresser aussi des marathoniens, parce que y a des qualités que les marathoniens doivent avoir qui peuvent être tirées des entraînements des personnes qui s'entraînent sur 800 et 1500. Donc sur ça, c'est super intéressant. Et j'ai aussi appris à fonctionner autrement, dans le sens où quand j'entraîne quelqu'un, souvent je lui mets des tranches d'allure. Après, ça dépend des périodes, je fonctionne toujours comme ça, mais il y a des tranches d'allure avec toujours un lien RPE, c'est la jauge de la sensation sur une échelle de 1 à 10. Je lis tout ça avec les fréquences cardiaques pour analyser. Mais par contre, maintenant, en fonction des périodes, je vais utiliser plutôt le chrono manuel, où je vais leur dire, là, chaque 400, ils doivent être passés en temps de temps, parce que ça permet vraiment d'évaluer plus précisément la forme de l'athlète par rapport à son objectif. Ça, je fais plutôt en phase spécifique. Par exemple, là, je vais pas avoir de temps exact en tête, mais si il y a le 10 km qui doit être fait en 39 minutes, grâce notamment aux tables Vidot de Jack Daniels, je sais à peu près telle séance sur tant de volume et tant de 400. Si les 400 ils passent bien avec un bon ressenti, etc., c'est censé bien se profiler, ou ça me permet de bien adapter derrière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Sébastien, mais en tout cas, j'ai appris à fonctionner avec différentes méthodes, alors qu'au départ, j'en avais qu'une. Ça a ouvert complètement tes champs disciplinaires. Enfin, tu l'as dit. J'ai vu du 800 au 1500, alors que je viens plutôt des courses un petit peu plus longues, et c'est toujours enrichissant. Enfin, tu découvres de nouvelles façons de fonctionner. Après, je pense qu'en fonction des athlètes qui viendront faire appel à toi,
tu t'adapteras. Certains vont plus fonctionner au ressenti, d'autres, et j'en connais, il faut que ce soit calibré avec une allure vraiment très très spécifique. D'autres vont travailler au cardio. Il faut prendre un petit peu ce que les personnes ont l'habitude de faire sans tout révolutionner. De ton côté, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à mener de front objectifs personnels sur le plan de la course à pied, cette formation, et que tout ça s'imbrique de façon harmonieuse, ou est-ce que c'est quand même un petit peu plus compliqué d'avoir un œil sur la performance, donc ces chronos, ces objectifs que tu souhaites mener? Est-ce qu'il est aisé aujourd'hui de tout concilier? J'ai cru en août dernier, quand j'ai commencé la formation, que je ne pourrais pas concilier le tout, mais j'ai voulu essayer. Et en fait, c'est passé. Alors, c'est passé, mais avec une pneumonie au milieu en décembre, parce que j'ai trop forcé sur mes entraînements et que à l'époque, j'avais pas encore le matos pour être vraiment à l'abri de la pluie quand j'entraînais les autres. Donc, ça a été un tout entre la fatigue physique et le manque de matos et ce rythme effréné d'aller-retour qui, je pense, m'a fait tomber malade. Ceci dit, je me suis plutôt bien remise et j'ai fait mon record sur marathon là à Séville en février. Et après, j'ai pu continuer à m'entraîner et à faire là notamment le 60 km qui, lui, m'a pris beaucoup de temps. Et honnêtement, c'était très, très, très chaud niveau timing. Je n'arrêtais jamais, en fait, vraiment. Et je me rends compte que je n'ai même pas pu faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire lire. Alors, j'allais pas beaucoup au cinéma, mais j'ai arrêté de regarder même des séries. Je n'avais plus le temps de rien. Donc, ça a été compliqué, mais par contre, j'ai été au bout de chaque objectif. Chaque objectif a été atteint. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que si j'ai mon diplôme, j'aurais mené à bien, en 2025, tout ce que je projetais en termes d'objectifs de formation et de performance. Par contre, là, aujourd'hui, en septembre, j'aurais dû, dans ma projection, reprendre l'entraînement comme c'était prévu, donc 6 fois par semaine. Là, je n'ai pu m'entraîner que 2 fois par semaine depuis 4 semaines. Là, j'ai repris vraiment la semaine dernière et là, je pense ça y est, ça va revenir. Mais la semaine prochaine, je sais que je vais pas pouvoir beaucoup. La semaine d'après non plus. Je suis insatisfaite de ça, vraiment. Donc, je peux pas dire que mes projections pour 2026 vont être aussi faciles à réaliser que l'année dernière. Alors que le pire, c'était l'année dernière. C'est ça qui est bizarre. Mais il y a trop de pression avec le diplôme pour qu'aujourd'hui, j'y arrive, en fait. Donc, ce que je me dis, c'est que je vais arrêter de projeter des choses fin 2025. Je projette en 2026, en mai, normalement, ça devrait être pas mal. J'aimerais faire le trail des Coursières qui fait quand même 104 km et 4000 de D+. Mais par contre, je vais pas me mettre autant d'objectifs de chrono, même si sur trail, je m'en mets pas vraiment, mais je calibre mes entraînements à la hausse souvent pour faire le mieux possible. Là, je sais que je le ferai pas. On va dire que je vois ce trail comme je le finis et ce sera du mix plaisir-performance. Alors d'habitude, je suis que performance dans la façon dont je planifie mes entraînements. Au niveau de ces objectifs peut-être pour 2026, est-ce que tu auras envie de remettre un petit peu plus de contenu dans un projet qui te tient à cœur? Et je le sais, c'est ce podcast, donc 1001 coureuses. Comment il est né et comment tu le perçois aujourd'hui? Est-ce qu'il t'a aidé, ce podcast, à t'ouvrir, à franchir le pas vers cette reconversion professionnelle radicale? On passe d'un domaine à l'autre, mais avec cette passion au cœur du projet. Et le podcast, on le sait tous les deux, c'est un projet passion que l'on mène au cours de nos temps libres, je dirais. C'est pas toujours facile de tout concilier. Là, tu as dû t'en détacher un petit peu, mais c'est peut-être pour mieux y revenir dans quelques mois, une fois que ta structure d'entraînement et que ta formation sera terminée. Avant même de m'aider, ce podcast, en fait, je l'ai créé pour qu'il soit le premier fil conducteur jusqu'à l'auto-entreprise. En fait, au début, je l'ai créé aussi par passion personnelle pour la course à pied, mais aussi parce que quand j'étais plus jeune, je voulais être journaliste. Donc, je me suis dit, c'est une façon très sympa de mêler la passion course à pied et cette passion-là. Par contre, vu que déjà il y a 3 ans, je voulais monter mon entreprise de coaching, je me suis dit, ce sera le tapis rouge si ça fonctionne.
Dans le sens où, quand tu as des personnes qui t'écoutent, de fait, tu as une potentielle clientèle qui peut t'attendre à la sortie une fois que tu es diplômé. Donc, on va dire que c'est une stratégie au long cours que j'ai élaborée avec ce podcast et à la fois un désir tout simplement de partager pour que tout un chacun puisse se lancer avec un minimum de risque de blessure, même s'il n'y a jamais zéro risque et que c'est encore mieux si on va dans un club et qu'on a un coach qui nous entraîne directement. Mais comme parfois c'est difficile de passer la porte d'un club, je me suis dit autant créer quelque chose où les gens se sentent à l'aise, où on perçoit aussi ma personnalité et qui de fait peut donner aussi envie aux gens de s'entraîner avec moi si c'est ce qui peut leur correspondre, quoi. J'aimerais en 2026 poster beaucoup plus d'épisodes, c'est l'idée. J'aimerais enregistrer aussi beaucoup de contenu avec d'autres personnes, des gens bien plus qualifiés sur des domaines en particulier, mais comme j'ai pu faire un peu avec Nouchka il y a 1 an et demi, comme là je vais refaire avec Maria Laura que tu as déjà invitée aussi. Ça d'ailleurs ça m'a fait sourire parce que on s'est dirigé vers la même personne. En même temps elle est très très compétente et il n'y a pas 10 000 personnes qui est gynécologue et en même temps médecin du sport, enfin du moins qui s'y forment. Donc oui, je vais poster plus régulièrement. Après, je pense que vu comment ça se déroule dans ma tête, ce sera pas avant mars, parce qu'il faut avant tout que je cale tout ce qui est créneau d'entreprise. Et l'entreprise en question aura 3 filières. Le coaching à distance, le coaching en entreprise avec plutôt de la préparation physique, des choses ludiques qui permettent de rompre avec la sédentarité. Et aussi une filière formation, si possible, qui me permettrait de pousser la porte des Krebs ou d'autres formations dans le sport, où j'interviendrai notamment sur l'endurance, peut-être sur d'autres choses, sur les bienfaits du sport, ou peut-être parler d'addiction. La bigorexie, pour le coup, je pense que mon parcours pourrait aider et je pourrais créer du contenu assez détaillé, on va dire. Donc ça, c'est les 3 choses. Et comme je l'ai dit sur mon podcast dernièrement, enfin sur la page du podcast, je suis embauchée comme entraîneur bénévole actuellement. Et je commence là, lundi prochain, dans le même club où j'ai réalisé mon stage. Et l'idée, c'est que je puisse donc entraîner un groupe d'athlètes, 15 personnes maximum, dont certains que je garde de l'année dernière. Et en contrepartie, pour l'entreprise, c'est que je puisse, à partir de 2026, proposer de la préparation physique dans ce club, mais cette fois rémunérée. En fait, c'est une politique du club. On est d'abord bénévole et puis ensuite, on a le droit de tirer des profits avec quelque chose qu'on propose dans le club. Et cette préparation physique, j'ai proposé que ce soit très tôt le matin pour des personnes notamment qui bossent tard. Souvent, les professions type cadre, etc., peuvent faire du sport que le matin. Donc, 6h du matin, 8h. Et le mercredi après-midi, pouvoir proposer ça aux parents des enfants qui attendent leurs enfants qui sont à l'école d'athlé. Voilà. Comme ça, au lieu qu'ils aillent faire des courses, enfin, s'ils ont envie de faire des courses, qu'ils aillent faire des courses, mais au lieu qu'ils attendent assez longtemps, autant qu'ils en fassent quelque chose de ce temps-là, quoi. Et moi, ce sera une rémunération supplémentaire. Dernière chose aussi, en fait, il y a 4 filières. C'est la formation qui est pas encore sûre, mais il y a 3 filières sûres. C'est la préparation physique aussi, puisque je vais pouvoir collaborer avec un prof que j'ai eu au Krebs d'anatomie, avec qui je me suis très bien entendue, qui a ouvert sa propre salle. Donc c'est une petite salle cocon où il y a plein de machines qui sont faites maison en plus. Il va me pouvoir la louer, il va pouvoir me la louer, et moi je pourrais proposer des séances individuelles et en small group dans cette salle. Voilà. En termes de relation, tu parlais tout à l'heure cette relation entraîneur-entraîné. Est-ce que tu en as tiré sur tes expérimentations sur les derniers mois beaucoup de satisfaction dans le sens où quand on mène et qu'on montre le chemin à un athlète par des séances, par une préparation, que l'objectif arrive, est-ce que c'est aussi gratifiant qu'un chrono, qu'un RP sur une course à laquelle on aurait pu se préparer soi-même? Donc là, on est plutôt dans le côté transmission. Est-ce que tu ressens et que tu éprouves exactement les mêmes émotions, le même plaisir à accompagner qu'à réaliser toi-même?
Ce ne sont pas les mêmes émotions, ça c'est certain. Par contre, elles sont immenses des deux côtés. Mais je dirais que j'ai des émotions intenses du côté des coachings plus régulièrement que moi quand je m'entraîne toute seule. C'est-à-dire que pour ma part, je tire satisfaction de chaque entraînement puisque j'aime m'entraîner. Mais on va dire que c'est quelque chose de constant qui n'est pas très haut. Enfin, c'est juste satisfaisant. Quand ça monte assez haut, les émotions, c'est quand je réussis un record ou quand je suis sur une course même plaisir et où je côtoie des personnes que je vois heureuses d'être là. Enfin, en fait, je tire beaucoup de plaisir de voir les autres gens contents et heureux. Donc, ça, c'est des choses que je ressens beaucoup dans des courses, même dans des courses donc où j'y vais que pour le plaisir, même si c'est assez rare. J'ai souvent des objectifs quand je prends un dossard. Je prends très peu de dossards. Par contre, voilà, dans les coachings, c'est fou comme je prends plaisir à aller voir si une séance s'est bien passée. Là, c'est pour la distance, notamment. Quand je peux pas être là, je vais voir et je vois les temps qui sont faits. Je me dis, waouh, elle est passée, quoi. Mais je saurais pas l'expliquer. Déjà, j'ai hâte avant d'aller voir si c'est passé. Et une fois que c'est passé, je me dis, waouh, enfin, la personne, je vois très bien en plus si telle personne est satisfaite ou pas forcément. Et si à l'inverse, la séance n'est pas passée, je me dis juste, bon, on va aller questionner. Peut-être que c'est un facteur extra-sportif qui a conditionné la chose si on n'était pas dans de bonnes dispositions. Soit c'est moi qui est peut-être mal calibré. Et dans ce cas-là, en fait, ça me force tout le temps à aller réfléchir au pourquoi j'ai mis cette séance. Peut-être que c'était pas au bon moment. En fait, comme c'est tout le temps de l'apprentissage, je le vois toujours positivement. Voilà. Après, quelqu'un qui loupe une compétition, qui est triste, et ça m'est arrivé dernièrement avec un athlète sur un ultra. Vu qu'en plus j'ai fait son ravitaillement, je peux dire que j'ai ressenti une intensité de la même manière, mais dans l'autre sens. C'est communicatif, c'est vrai, parce que on sait à quel point c'est important pour l'athlète. Et quand on est soi-même athlète, on peut que... C'est plus que de l'empathie, on peut que sympathiser avec ces émotions-là, on les ressent. Donc, je dirais qu'à travers le coaching, je suis en permanence stimulée émotionnellement. Alors que quand je m'entraîne toute seule, je prends du plaisir tout le temps, mais la stimulation, elle est exponentielle, 5 fois par an, quoi. Alors Elodie, pour conclure notre épisode, je vais te soumettre à un petit quiz. C'est le tu préfères et tu ne peux pas finalement t'éloigner des réponses que je te propose. Donc c'est un petit peu binaire, hein. C'est soit noir, soit blanc. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Alors, est-ce que tu préfères terminer un marathon totalement cramé mais avec un record perso, ou alors finir facilement mais en étant à 20 minutes de ton objectif ? Totalement cramé avec un RP. Deuxième question, ne jamais te blesser mais voir tes performances stagner, ou alors avoir une progression fulgurante au risque de voir ton parcours émaillé de blessures ? Ne jamais me blesser et stagner. Troisième question, avoir des jambes lourdes mais un mental de fer sur une course, ou alors avoir des jambes de feu mais aucune motivation ? Avoir des jambes lourdes et un mental de fer. Est-ce que tu préfères faire du fractionné à bloc sous la pluie ou une sortie longue de 25 km sous une chaleur, celle de Narbonne, 30 degrés ? Faire des fractionnés sous la pluie. Et pour finir, tu es plutôt seul avec ta playlist dans les oreilles ou en groupe avec du blabla run et des camarades autour de toi ? Seule avec la playlist dans les oreilles, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de playlist. C'est seule, toute seule, sans rien. Et j'ai la traditionnelle dernière question. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es totalement à côté de tes pompes ? C'est quoi ton plaisir, ton activité, même si tu l'as dit sur cette période de formation, tu as peut-être délaissé quelques-unes de ces activités que tu fais en dehors de la course à pied qui est très présente dans ton quotidien. J'aime écrire et lire. Est-ce que tu as des auteurs en particulier que tu aimes lire, que tu aimes parcourir ? Ah bah, Cécile Coulon.
coureuse aussi d'ailleurs, énormément, surtout sa poésie. Sinon, je lis un peu de tout, très honnêtement. Cécile Coulon, hein, je vois qu'elle. Et donc, il y aura peut-être, si tu dis écriture, des projets d'ouvrages en lien avec la course à pied. Ce serait le 5e versant de l'auto-entreprise. Je dois dire que ça m'a déjà traversé l'esprit, mais par contre, j'arrive pas à me dire que je pourrais me lancer. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui existent, je vois pas ce que je pourrais apporter de plus. Alors, si des auditeurs, Élodie, veulent basculer pour découvrir le contenu de ce podcast 1001 coureuses, je te laisse 1 minute max pour en faire le teaser. Eh bien, 1001 coureuses, c'est un podcast où normalement vous devez vous sentir bien, il n'y a pas de pression et généralement c'est pour apprendre des choses, pour s'entraîner tout seul ou en groupe, après c'est vous qui voyez, mais c'est à visée pédagogique, c'est à visée sociale, communautaire. Quand on se sent parfois un petit peu seul dans son entourage qui ne court pas, je pense que c'est un endroit où c'est sympa parce que on voit que ailleurs il peut y avoir des joies, des difficultés. On va dire que c'est assez transparent. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser sur ma page 1001 coureuses et quand j'ai du temps, soit j'y réponds directement à l'écrit et de manière assez exhaustive, soit je peux aussi y répondre en podcast, mais dans ce cas-là, il faudra juste être un peu patient parce que comme je le disais, les épisodes ne seront pas réguliers avant le mois de mars, mais il y en aura quand même un petit peu avant. Eh bien, merci Élodie d'avoir accepté l'invitation du podcast À côté de mes pompes aujourd'hui. On a fait un petit focus sur, bien évidemment, le podcast, mais toute cette reconversion professionnelle et tout ton chemin à partir de cette passion qui nous est commune, à savoir la course à pied. Merci beaucoup à toi, Seb. À bientôt. Et pour les auditeurs, je vous retrouve très bientôt avec un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Belle semaine à vous. Cet épisode avec invité sur le podcast À côté de mes pompes est désormais terminé. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas sur les différentes plateformes à venir échanger, à entamer la conversation. C'est un réel plaisir pour moi que de prolonger ces discussions. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Sports Social Podcast Network, the biggest voices in sport. Let's take a look at some of the lineup. Wisden Cricket Weekly. It's to do with the cruelty of the game. That's why cricket's like life. It's not fair. Tennis Unfiltered. Sinner and Alcaraz are both phenomenal tennis players. Nadal would beat them both in straight sets. Football cliches. Jonas Vingegaard. I mean, it's almost like a Pro Evo Yannick Vestergaard, so... All on Europe's biggest sport podcast network. Find your next favourite sport podcast. Search Sports Social Podcast Network and listen wherever you get your podcasts. Sports Social Podcast Network. Verified comparison at content.sport-social.co.uk/comparison.